Même quinquagénaire, la liberté, c'est Ah oui, primordial. ah oui, je sais tellement. Oui. Et puis j'ai, attendu que mon père me revienne de son voyage en Afrique avec mes frères et sœurs pour être sûr qu'il me voie partir, Mais pour lui montrer que j'avais pas besoin de lui ou de personne pour partir en voyage. que diriez-vous de partir pour l'Ouzbékistan, le Sénégal, la Pologne, la Russie, partout ce que vous n'y avez jamais pensé? Aujourd'hui, j'ai le privilège, l'immense privilège d'être avec une femme exceptionnelle qui fait partie de mon équipe et qui a eu le désir de voyager dans ces endroits-là. Sonia, merci de suivre Exotantique Voyage autour du monde. Comment ça va? Ça va, Marie, et toi? Oui. Merci pour l'invitation. Ah, ça me fait tellement plaisir et je ne pouvais pas passer à côté de ça parce que toutes les destinations que tu fais ils sortent tellement de l'ordinaire. Souvent, nos clients, quand ils arrivent au bureau ou quand ils nous appellent ou quand ils nous rejoignent, peu importe la façon dont ils nous rejoignent, ils recherchent tout le temps. Souvent, ils vont parler du Mexique, ils vont parler de la Jamaïque, mais on dirait que des fois, ils ont envie, ils ont fait le tour puis ils ont envie de trouver une destination qui sort de l'ordinaire. Et toi, tu l'as toujours fait pour tes voyages personnels. Dès Oui, 16 ans, oui, oui, hein? effectivement, dès Raconte-moi. 16 ans. Oui. Donc, mon premier voyage solo, oui, j'avais 16 ans. C'était un peu en rébellion parce qu'il y avait une partie de ma famille qui était partie en voyage de famille en Afrique et je n'étais pas allée pour différentes raisons. Et j'ai choisi de partir seule en Europe. Donc, j'ai acheté mes billets d'avion avant d'en parler avec mes parents pour être sûre de ne pas être brimée dans ma liberté. Et j'ai... La liberté Oui. d'adolescence, hein, Ah, qu'on prône tellement. même quinquagénaire, la liberté, c'est Ah oui, primordial. ah oui, je sais tellement. Oui. Et puis j'ai attendu que mon père me revienne de son voyage en Afrique avec mes frères et sœurs pour être sûr qu'il me voie partir, Mais, pour lui montrer que j'avais pas besoin de lui ou de personne pour partir en voyage. mais attends, là, déjà, Ouais, là, t'es parti. ouais, Oui, OK, c'est un peu une rébellion, ouais. mais déjà, dès le départ, ton père était parti en Afrique, là. C'est pas une destination qu'on part Non, comme ça, là. je dirais que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre et le voyage coule dans mes veines, pareil comme il coule dans les veines de mon père. C'est vraiment de lui que je tiens cet amour-là du voyage. D'ailleurs, vous avez un rituel. Vous faites un voyage presque à chaque année, toutes les deux. Oui, on choisit toujours des destinations différentes et on part que nous deux, 2 semaines par année, généralement au printemps. On a fait la Russie, la Pologne, l'Ukraine, on a fait que des pays différents. On est allés en France ensemble, mais ça, c'était plus un voyage gynéologique. Et c'est notre petit moment père-fille. Raconte-nous, quel est ton plus beau voyage avec ton père? Ah, la Russie, indéniablement. Ah oui, hein? Oui, oui, c'était notre grand, grand coup de cœur et encore souvent, à ce jour, on en parle. Puis, pourquoi? Quelles sont les raisons que c'est votre coup de cœur? Vous allez être surpris par la réponse, mais c'est un peuple tellement chaleureux. Les gens russes, ils sont très froids de prime abord, mais dès qu'on leur parle, ils s'illuminent, ils s'éclairent. Donc ça, pour nous, c'était une révélation. C'est pas à ça qu'on s'attendait. Et Absolument pas. puis, on s'est promené quand même un peu en Russie. Oui, on est allé à Moscou, qu'on a adoré, adoré, adoré. J'ai hâte au jour où j'y retournerai. On est allé aussi à Volgograd, qui s'appelait anciennement Stalingrad, parce qu'on est tous les deux friands d'histoire, particulièrement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était un grand point tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on est allé voir Volgograd. Et ensuite, on est monté à Saint-Pétersbourg pour la richesse des maisons qui sont là. On avait une portion de notre histoire qui était là-bas aussi. J'ai découvert en faisant
la généalogie familiale que des membres de ma famille, pas si loin, mon arrière-grand-père est né dans le palais qui est maintenant le musée Fabergé pour les fameux œufs Fabergé qui Pour valent des... vrai? Ouais, ouais. Donc ça, c'était très particulier. Et je les ai contactés. Je leur ai dit qu'on s'en venait en Russie et on a eu une petite journée découverte, une visite VIP du musée Fabergé. Donc, ça a Parce été... que tu étais descendante Oui, de cet endroit-là. oui, exactement, exactement. Non, mon arrière-grand-père est né à cet endroit-là et son père était le majordome du palais Narishkin. Et monsieur, c'était le neveu du tsar. Je ne sais pas c'était quoi exactement son titre. Je sais que c'était un prince, là, mais il était le neveu du tsar à l'époque. Donc, on a une petite connexion avec la royauté russe qui n'existe plus. Mais c'est vrai que les voyages, tu sais, on peut parfaitement partir euh, euh, de nos bases, dans le fond, de nos ancêtres, lorsque, tu sais, il y en a beaucoup qui sont attirés par ça, puis on bâtit notre voyage par rapport à ça. En bâtissant nos voyages, il y a des choses qui sont importantes. Tu sais, en Russie, tu sais, il y a eu une préparation avant de te rendre. Ne serait-ce que pour avoir un visa russe, c'était une grande préparation. On doit fournir beaucoup de documents, on doit fournir les 10 dernières années de voyage qu'on a fait avec les dates et tout. Mais ça fait partie du voyage aussi. Le voyage, c'est vraiment en 3 parties, hein. C'est la préparation, le voyage en soi et puis les souvenirs qui nous en restent après. Puis les 3 étapes sont aussi belles et importantes. Tellement, tu as tellement raison, là. Le voyage commence au moment où on l'a décidé, Absolument. pas au moment où on prend l'avion. C'est Non, vraiment au non. moment où la préparation et tout ça. La préparation, tu fais partie de l'équipe Exotantique Voyage depuis 6 ans. Fièrement, oui. Ah, merci. Moi, j'en suis tellement fière aussi que tu es là. Ton expertise, tous les voyages que tu as faits. Euh, Comment tu prépares ton client, justement, à ça, dans une destination qui est différente? Je dirais que le point le plus important, c'est la communication. Parce Mmh. que ce que moi, j'ai envie de faire ou de découvrir dans une destination n'est pas nécessairement ce que mon client a envie de découvrir. Donc oui, je me sers de mon expérience, mais il faut être super à l'écoute de ce que notre client a envie de vivre, de faire, de voir ou de ne pas vivre. Donc, on est toujours en adaptation. Tu peux vendre 10 fois le même voyage au même endroit et ça ne sera jamais la même expérience parce qu'aucun client, aucun passager arrive avec les mêmes attentes, mais ni avec le même bagage de voyage qu'ils ont déjà fait. Parlant de bagages, Oui, tu as déjà fait un voyage pack-sac. oui, oui, une fois dans ma vie. Je ne suis pas très pack-sac en général. Donc, il y a une dizaine d'années, je suis partie avec une amie au Sénégal. Pas très, très préparée. Alors, on a décidé qu'on partait en voyage ensemble 3 semaines avant le départ. Donc, on n'avait pas nécessairement de destination en tête. On était plus dans... On vérifiait les vols, où est-ce qu'on pouvait aller loin sans faire 2, 3 escales, donc y arriver le plus rapidement possible. Puis finalement, notre choix s'est porté sur le Sénégal. Donc, absolument pas par intérêt, là. C'est vraiment juste le choix du vol. Bien, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de pays dans le monde qui ne m'intéresse pas. Chaque pays a quelque chose à découvrir. C'est pas vrai un pays qui n'a rien à voir, à faire, que ça n'existe pas, ça. Ça dépend seulement de l'intérêt qu'on porte envers les gens et envers les découvertes. Il faut vraiment rester ouvert à tout. Et puis, j'avais regardé les vols pour le Sénégal parce que j'avais déjà parrainé un enfant de Vision mondiale au Sénégal. Fait que là, je me suis dit, ben écoute, tant qu'à fouiller partout, là, on regardait la Turquie, on regardait partout. Et puis, j'avais trouvé un vol qui était rapide pour aller au Sénégal. Donc, c'est là qu'on est allé. Et puis, on n'avait pas vraiment fait de réservation avant, mis à part la première nuit à Dakar et ensuite un bateau pour changer de région, aller en Casamance, qui est honnêtement la plus belle région du Ah oui, hein? Sénégal. Ah, faut pas manquer ça.
faut pas manquer ça. Quand on y a été, c'était une zone en guerre. Donc, il y avait beaucoup de milices, beaucoup de gens de l'armée Tu parles de qui... Casamance ou l- tu parles du Sénégal en général? Le Sénégal, on n'a pas vu de milices, on n'a pas vu de militaires armés et de points de contrôle, mais quand on est arrivé en Casamance, il y en avait beaucoup, là, on pouvait se faire contrôler 3, 4, 5 fois par jour, là. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, justement parce qu'ils étaient en guerre ou? Ils sortaient à peine d'une guerre. C'était pas recommandé d'y aller. Il y avait des avis de ne pas voyager. Ne faites pas ça à la maison. Et ce n'est pas l'endroit où les gens vont le plus souvent quand ils vont au Sénégal. Le Sénégal est quand même populaire auprès des touristes français, mais très, très peu auprès des touristes nord-américains. Et en faisant un peu de recherche, ben nous, on avait réalisé, en parlant avec un Français établi là-bas, dans la région de la Casamance, que c'était, contrairement au reste du pays qui est désertique, la Casamance, c'est vert. Il y a beaucoup de forêts, ils sont autosuffisants, ils font plein de choses pour subvenir à leurs propres besoins. Alors nous, c'était évident qu'on voulait aller découvrir ça. Donc, comme c'est difficile d'y aller par voiture, par route, en fait, on avait choisi d'y aller par bateau. Et le bateau doit être réservé longtemps à l'avance parce que les bateaux sont très, très pleins, là. Et le type de siège ou de place qu'on peut réserver à bord, ben, on peut avoir autant de cabines que juste se louer un espace sur le navire et les gens dorment couchés sur le pont dehors. Ouais, mais là, tu parles de longtemps d'avance, là. Mais Mm. moi, je me souviens, la première fois que tu m'as raconté cette histoire-là, Sonia, c'était pas si longtemps d'avance que Non. ça, là. Quand on va se dire, quand la bulle a pété, là, avec Oui, ton ami, là, combien de jours avant de partir? 22. 22. Mais on s'entend que si on recule avec la Russie, là, tout à l'heure, là, ça Oui, prenait le visa. oui. Dans le cas du Sénégal, ça prend pas le visa, mais ça prend d'autres choses, là. Ça prenait le vaccin de la fièvre jaune. On l'a eu très rapidement et notre vaccin est devenu effectif durant notre vol. Ça prend une vingtaine de jours, 21 jours, si ma mémoire est bonne, pour que le vaccin soit effectif et accepté. Quand on arrive, ils vérifient qu'on a tous les vaccins en vigueur pour entrer dans le pays et notre vaccin devenait valide durant le vol. Durant le vol. Oui. Mais on a C'est eu une petite fenêtre de jeu parce que notre vol qui nous apportait à Dakar a été retardé de 24 heures. Fait que finalement, on était 100% en règle quand on est arrivé à Dakar. ouais. Mais c'est des choses qui sont vraiment importantes à Oui, valider, tu sais. C'est beau d'aller dans des destinations qui sortent de l'ordinaire, qui sont des fois qui vont nous dépayser complètement ou qui vont vraiment sortir de notre zone de confort. Parce que là, clairement, euh, partir en pack-sac, c'est vraiment, en tout cas, pour moi, c'est vraiment sortir de ma zone de confort pour savoir où je dors le soir. Parlant de ça, vous dormiez où? ben, on avait quand même vérifié les places où on pouvait dormir sans tout réserver à l'avance, mis à part pour la Casamance parce que c'est vraiment une région à part. Mais pour le reste, on y allait comme on le sentait. Et quand on n'était pas certaine vers où on allait, on revenait toujours dans le même hôtel à Dakar, qui était l'endroit où on devait dormir lors de notre première nuit, qui finalement, on n'a pas eu vraiment de première nuit. Et parce que, à cause du retard de notre vol, comme je disais tantôt. Fait que quand on n'était pas certaine vers où on était pour aller, on revenait à cet hôtel-là. Écoute, on laissait nos bagages là parce que ça devenait notre point. On revenait toujours là avant de repartir ailleurs. C'était comme votre point d'ancrage de sécurité, finalement. Je ne sais pas si on le voyait comme un point d'ancrage de sécurité parce que ça brassait quand même un peu. Tu sais, on a vécu des choses là-bas. Probablement le fait qu'on n'est pas très nerveuse ou qu'on ne se met pas en danger inutilement. Mais tu sais, on a vu des attaques au couteau puis des choses comme ça, mais pas. N'allez pas penser que le Sénégal est un pays dangereux. Ça ne l'est pas du tout. Le surnom du Sénégal, c'est le pays de la Teranga. Et Teranga, en Wolof, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont plusieurs dialectes, ça veut dire hospitalité. Et c'est vraiment le pays de l'hospitalité. Même si nous étions deux femmes blanches, pas dans un voyage organisé,
On voyageait dans les cars rapides, là, les bus colorés qu'on peut voir là, avec les beaux messages. Merci à Dieu, Dieu est bon, Dieu est partout. Ça, c'était notre mode de transport où on n'a jamais vu de blanc dans ces bus-là. Ce n'était que des Sénégalais. Et jamais on s'est senti menacé, on s'est senti jugé. On a senti un petit peu de racisme des femmes envers nous, comme si elles trouvaient qu'on n'était pas à notre place. Probablement que dans leur mentalité, la femme est mieux chez elle est mieux à la maison, ou on voyage sans Mais ça, on ne mari. sait pas, oui. On ne sait Mais pas. c'est tellement d'autres cultures hein, qu'on ne connaît pas. Exactement. Puis malgré que vous êtes parti sur un coup de tête, moi, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes quand même préparé d'une certaine façon. Oui. Oui, faire place à l'imprévu. Puis d'ailleurs, tu as une belle anecdote à nous raconter sur l'imprévu. Tu m'as raconté que tu avais rencontré, avant de partir, tu connaissais un Français, vous vous étiez mis en contact avec un Français, puis quand vous êtes arrivé à Casamance, il vous a fait rencontrer le roi de Casamance, qui a à peu près personne qui peut voir cette personne-là parce qu'il vit reclus. Même quand nous, on y a été, il nous amène à l'orée d'un bois, d'une forêt, puis on s'avance dans une clairière là, par des petits sentiers, et c'est le roi qui vient à nous pour nous rencontrer parce que personne ne va au palais du roi, même pas les Sénégalais eux-mêmes. Il vit vraiment à l'écart de tout et de tous. Donc, on a eu le privilège de pouvoir le voir. On a passé vraiment une grosse heure avec lui à échanger. Il parle français. Dans son ancienne vie, avant d'être roi, il était géo au Club Med. Mais comment il est devenu roi, finalement? Ils sont choisis. OK. Je crois qu'il y a un certain... ils vont par famille, par lien de sang, mais ensuite, ils sont choisis et il ne peut pas refuser. C'est comme ça, tu es né pour être roi, tu vas devenir roi, mais avant d'être roi, quand il était plus jeune, à l'époque, il y avait un Club Med à Cap-Skiring, aussi en Casamance, puis lui, il était géo, là. Donc, c'est comme ça qu'il était devenu ami avec le Français, Luc, que je parlais tout à l'heure. Ben oui. Et puis, ils ont toujours gardé contact. Donc, Luc est maintenant ami avec la royauté et il y a très, très peu de Canadiens qui vont au Sénégal et encore moins en Casamance. Donc, il trouvait que c'était le fun de nous faire vivre une expérience unique et différente. C'est vraiment unique, on s'entend, Oui. là. Il n'y a personne, tu sais, quand on parle de voyage communément au Mexique ou en France ou en Italie où tout le monde va, c'est pas le genre de choses qu'on vit, là, finalement. Non, là. définitivement pas. Ouais. Oui. Puis y a-t-il une autre anecdote de ce voyage-là qui te revient, qui était vraiment dépaysant selon la culture? J'essaie de penser tu sais, c'est du dépaysement au jour le jour. C'est 100% différent de ce que nous, on connaît, de ce que nous, on fait. L'alimentation est différente. Tu sais, manger du mouton, un peu moins. Ouais, hein, c'est Mouton et vraiment chèvre, un peu différent. moins. Ils mangent beaucoup de poissons, par contre. Ça, j'étais très, très heureuse. Poissons frais. Le Sénégal est en bord de mer, donc ils vont pêcher ce qu'ils mangent le jour Eux, même. comment qu'ils te voyaient? Comment qu'ils vous voyaient? Ils étaient très ouverts. OK. Très, 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 très gentils, très accueillants. Il y a nulle part dans les endroits qu'on a fait qu'on n'a pas été bien accueillis. Ouais. Fait que malgré tout ce qu'on peut penser, sur le Sénégal, on peut penser que c'est un magnifique voyage que tu as fait. Ah oui, définitivement. Absolument. Ouais. Oui. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que malgré ces destinations-là, tu te prépares. Tu sais, là, tu étais en sac à dos, mais tu te prépares quand même à voir, tu sais, s'assurer le vaccin, on va être correct, non, on va prendre le vol à un certain moment parce que le vaccin doit être effectif à partir de 21 jours. On a également, le chemin, tu sais, prendre le bateau, ça va être beaucoup plus sécuritaire et beaucoup plus rapide de prendre le bateau pour aller à tel endroit. Donc, tu avais vraiment fait une préparation avant, malgré que l'imprévu prenait une grande, grande place. Oui.
J'aimerais ça t'entendre parler de l'Ouzbékistan aussi, parce que je sais que tu es allée, ou encore la Géorgie. Prends celui que tu veux, parce que de toute façon, on pourrait en parler pendant 2 heures de tes magnifiques destinations. Les deux sont des républiques de l'ex-URSS, l'ancienne Union soviétique, qui sont devenus indépendants à partir des années 91, chacun a des dates différentes. J'ai fait l'Ouzbékistan l'an dernier. Je suis allée en Géorgie en 2019. Voyage par fille pour les deux. On avait choisi quelque chose de différent. La Géorgie, on l'a choisi parce que c'est le pays natal de Joseph Staline. On revient à la Deuxième Guerre mondiale. On voulait voir ça. Et puis, c'est un beau pays avec la ville principale, Tbilissi, est bien développée, mais est à l'orée des montagnes. On aime beaucoup les montagnes aussi. On voulait aller faire du parapente en montagne en Du Géorgie. parapente en montagne. Oui, oui, oui. J'avais mis ça sur le planning. Mon père est bien willing. Quand je propose des choses, là, il est willing. Puis là, est-ce que vous n'avez fait? On n'a pas pu en faire parce que on a traversé une partie des montagnes, mais quand on est arrivé à un col qu'on devait traverser pour aller à l'endroit où on restait et où on ferait du parapente, on était dans un méga blizzard qui finalement durait 3 jours. Donc, nous, on a attendu la moitié de la journée pour voir si le blizzard se calmerait et si on pourrait passer. Et l'armée qui bloquait les routes, qui gérait la circulation, nous ont dit de repartir. Pour la sécurité, là, Oui, on oui, s'entend. on ne là. pourrait pas passer non. là. Donc, on a rebroussé chemin, puis on a changé nos plans. On est allé à Puis de toute Gori. façon, faire du parapente dans un blizzard, je sais pas, mais moi, je suis pas très intéressée à ça non plus. On aurait attendu la fin du blizzard. On aurait attendu, mais ça, je vais retourner un jour, ne serait-ce que pour faire ça. Parapente ou pas, il y avait aussi des monastères à visiter au sommet des montagnes. On peut trouver dans les météores en Grèce. Qu'on On a fait ensemble. Et on pouvait y aller à pied, en voiture, à cheval, en 4 roues. On ne savait pas comment on irait. Finalement, on n'a pas pu le faire à cause du fameux blizzard. Mais on a fait un voyage différent. On est allé découvrir autre chose. On est allé jusqu'à la frontière de l'Arménie. On avait loué une voiture, donc on est très autonome. Et c'était un voyage que je referais. C'est à voir et à refaire. Ah oui, hein? La Géorgie, ça. La Géorgie, oui, en ex-URSS. Même chose pour l'Ouzbékistan, qui est complètement différent. Là, on tombe dans le Caucase. Donc, c'est la partie orientale des pays de l'ex-URSS. Donc, les gens ont les yeux bridés, comme le peuple asiatique. Et ils vivent différemment. Ils vivaient beaucoup dans le plein air, dans des yourtes. Tu sais, les espèces de grosses tentes rondes qu'on pense plus souvent à la Mongolie, ben c'est le même type d'habitation, même genre de peuple aussi qui était semi-nomade. Ils s'installaient pour des bonnes durées, mais après ça, ils démontaient le campement puis ils partaient ailleurs. Et nous, on voulait faire l'Ouzbékistan parce que c'est un pays important de la route d'Assois qu'a établi Ouais. Marco Polo dans les années 1200. Et c'est aussi le pays où les Khan, les empereurs, ont régné jusqu'en 1933. Donc, quand on pense au harem, quand on pense au Khan, à l'empereur qui avait jusqu'à 100-150 femmes, ben c'était en vigueur jusqu'à là, moins de 100 ans. Et Quand on même, voulait hein? aller voir ça. Oui, c'est complètement différent. Quand même. Oui, Bien, ça me fait penser, là, ce que tu me dis, le moins de 100 ans, mais ça me fait penser rapidement, là, on refait un saut au Sénégal. Là. Ouais. Ça fait 10 ans que tu es allé. oui, Puis les enfants, là, oui. ils vous pinçaient, là. Ah oui, ah oui. Oui, toucher notre peau, voir si de la peau blanche, ça se pince comme de la peau noire. Toucher nos cheveux. Donc, il était curieux, même qu'on était dans un dispensaire en région un peu plus éloignée et qu'il y a un enfant qui pensait qu'on était des fantômes. Il a Ah! vraiment eu peur. Il était terrorisé quand Pauvre il nous petit a chat. vus arriver. Pauvre petit chat. Oui, à cause de notre peau claire. Et il était certain que... Mais on on est- s'entend, là. Ça fait 10 ans que tu Ouais. es allé, là. Ouais. C'est Ouais. c'est pas v'là 100 ans, là. Non. Déjà, là, si on revient au Ouzbékistan, les harems, v'là 100 ans, on trouve Ouais. que c'est jeune. On a beaucoup à découvrir, là,
dans ces Vraiment, pays-là, là. vraiment. Et c'est Ouais. de toute beauté, de toute beauté. La ville de Kiva, là, qui est une ville fortifiée, mais pas fortifiée avec des pierres comme on peut voir dans le Vieux-Québec. Ils appellent ça du torchis. C'est fait avec de la boue, de la paille qui est mélangée ensemble, tapée et appliquée contre des blocs de béton. C'est fait plutôt rudimentaire, mais avec technique, je dirais. Et c'est un des seuls remparts, selon la légende, qui aurait résisté à Gengis Khan, à l'époque des invasions de Gengis Khan, il y a OK. plus de 1000 ans, là. Ouais, ouais. Donc, j'étais pas là pour le voir, je ne dois me fier sur ce qui est écrit. Ouais. Mais quand tu dis, de qui va, que ben, avec tout ça, Mhm. tu m'as mentionné à un moment donné que pour toi, c'était le pays des merveilles. Oui. Ah oui, absolument. Surtout Kiva, parce que tout ce qu'on peut s'imaginer ou se représenter quand on regarde les contes comme Aladdin, avec les villes en pierre, les gens bien habillés avec des costumes traditionnels de l'endroit, plein de minarets. Il y a beaucoup, beaucoup de mosquées, donc plein de minarets, mais comme tout en pierre, en céramique, je dirais, OK. mais qui est toute colorée de différentes couleurs, des bleus, des blancs, des turquoises, il y a du jaune, il y a de toutes les couleurs. Donc, tu vois une ville qui est toute couleur sable parce que la majorité de la ville est faite en torchis, qui est vraiment couleur terre, Ouais. avec les minarets colorés qui s'élèvent au-dessus de ça, avec les dômes qui sont généralement turquoises. Tout est beau. Tout est beau. C'est incroyable. Ça, c'était un de mes plus grands coups de cœur avant même de découvrir la ville, ce que la ville me montrait. Je suis tombée en amour. J'ai adoré ça. Puis la population, les gens, comment ça s'est passé? Très, très peu parlent anglais, encore moins français. On avait engagé une guide francophone pour bien découvrir la ville, mais surtout pour comprendre ce qu'on voit. On a beau trouver beau, mais c'est le fun de savoir ce que c'est exactement. Donc, on avait engagé une guide qui parlait français et qui nous servait aussi d'interprète. Parce que beaucoup, pas juste beaucoup, je dirais la majorité des gens sont curieux, veulent savoir qui on est, d'où on vient, ils s'intéressent à nous. Ça les rend toujours un peu curieux de réaliser que on est père et fille et non pas un couple marié. Mon père et moi, on a 18 ans de différence. Mmh, Donc, on pourrait être un mari avec une femme un peu plus jeune. clairement. Donc, pour eux, d'emblée, ils pensent qu'on est un couple. Quand ils réalisent qu'on est un père et sa fille, je ne suis pas une petite adolescente ou un petit enfant, là, je suis quand même une quinquagénaire, c'est surprenant pour eux, ils ne comprennent pas. Puis finalement, Ben, tu sais, on fait juste ouais, regarder, là, v'là 10 ans, ils se demandent la peau, puis le harem, puis tu sais, c'est déjà en partant, c'est sûr que nous, on ouais, est ailleurs, tu oui, sais. Ouais. oui. Fait que ça les rend très curieux, mais ça ouvre plein de conversations. Donc, peu importe où on va, plutôt que d'avoir juste du small talk, là, une petite conversation facile qu'ils peuvent avoir avec n'importe quel touriste, probablement aussi parce qu'on est souriant puis on s'intéresse à eux. Mmh. On va poser des questions par rapport à eux aussi, plus, pas plus personnelles, mais tu sais, on y va vraiment toujours au feeling. Tout se fait toujours au feeling. Mais les gens sentent qu'on est ouvert et qu'on est sincèrement intéressé. Alors, on a L'authenticité. oui, L'authenticité. exactement. C'est le bon mot. Ouais, Oui, ouais. oui. Donc, puis c'est toujours comme ça, peu importe le pays qu'on fait, les gens nous reconnaissent. Probablement parce que encore là, on s'intéresse à eux. Quand on va dans un hôtel, après, dès le maximum troisième jour, ils nous connaissent par nos noms, ils nous accueillent, ils savent quelle table on aime déjeuner. C'est On est. incroyable, Oui, hein? oui, Comment oui, on découvre à travers les autres cultures tout l'humain. oui, Ouais, oui. c'est Puis ils nous content beaucoup d'histoires personnelles. c'est fou, Beaucoup, hein? ouais, comme une des guides qu'on avait à Kiva, pour nous expliquer comment le pays était transformé par le réchauffement climatique, par l'évolution de la Terre aussi. Elle nous disait que quand elle était jeune, donc il y a environ 35 ans, là, on s'entend que c'est pas si loin, son grand-père avait une maison au bord de la mer. La mer, c'est la mer d'Aral.
Et maintenant, avec les changements climatiques, la maison de son grand-père est maintenant à 200 kilomètres du bord de la mer. Ça fait pas Aïe, aïe, 300 ans, aïe. ça fait 35 ans. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais. Donc ça, c'est des choses. Pour nous, c'est intéressant de le savoir. Ça nous donne une perspective différente. On comprend et on voit les choses différemment. Mais si on n'a pas les petits contacts humains, les gens ne s'ouvriront pas à nous. De là Donc, ça change l'importance quand tout. même de bien préparer son voyage, de bien préparer son ouverture au Oui, nouveau, aux imprévus. Puis tu as dit quelque chose tout à l'heure qui était très, pour moi, très important quand on va dans des voyages comme ça, s'engager un guide privé, un guide local. Premièrement, on participe à l'économie oui, directement. oui. Et deux, ben c'est clair que lui, il va nous faire découvrir, lui ou elle, là, découvrir vraiment le pays authentique. Oui, absolument, absolument. Et ça change toute la donne du voyage. Ouais, Encore là, je reviens sur le fait que tu as beau aller par toi-même pour découvrir. Tu sais, on est tous capables de se promener puis de découvrir des choses, mais de se faire expliquer et surtout comprendre ce qu'on voit ou la raison pour ouais, telle ou telle chose. Si on n'a pas une personne spécialisée dans sa région, on ne le saura pas. exactement. De là, faire, Oui, c'est faire affaire avec des experts. exactement. Sonia, Exactement. je pourrais parler avec toi ici, avec le micro, pendant des heures. Malheureusement, on est à bout du temps qu'on avait, mais c'est certain que je te réinvite. J'ai adoré si tu l'acceptes. Ça me fait grand plaisir de revenir. Merci beaucoup de suivre Exotantique Voyage autour du monde et de faire suivre tout ton monde autour du monde. Merci, Marie-Claude.